Je m'appelle Déborah et, à 35 ans, j'ai bâti un empire hôtelier que la plupart des gens du secteur envieraient. Mais ma propre famille n'a jamais vu mon potentiel. Je me souviens encore de me tenir devant notre hôtel familial, entendant mon père me rire au nez en disant « Tu ne mettras jamais les pieds dans nos complexes hôteliers ». Il ne savait pas que je possédais déjà toute la chaîne, y compris le sol même sur lequel il se tenait. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la façon de tenir bon. J'ai grandi à Chicago dans une famille dont l'identité était profondément liée au secteur de l'hôtellerie. Mes parents, Thomas et Margaret, possédaient et exploitaient un modeste hôtel 3 étoiles de 50 chambres près du centre-ville. Le Chicago Paradise Inn, comme on l'appelait, appartenait à notre famille depuis 2 générations, et mon père a clairement indiqué dès le début que mon frère aîné, Patrick, serait celui qui perpétuerait l'héritage. Notre maison se trouvait au dernier étage de l'hôtel, donc mes plus anciens souvenirs sont remplis du bruit des bagages roulant dans les couloirs, de l'odeur du linge frais et du bourdonnement constant des machines à laver industrielles au sous-sol. Pendant que les autres enfants allaient en colonie de vacances, mes étés étaient consacrés à aider le personnel d'entretien à faire les lits, à assister la réception pendant les heures d'enregistrement chargées et à faire des courses pour l'équipe de maintenance. Un hôtel est comme un organisme vivant, disait mon père à Patrick lors de leur promenade quotidienne dans l'établissement. Tu dois écouter son cœur, sentir son pouls. Je les suivais, désireuse d'apprendre, mais mon père reconnaissait rarement ma présence pendant ses leçons. Quand je posais des questions, il me tapotait la tête et disait « Ce sont des discussions d'affaires, Déborah. Pourquoi n'irais-tu pas aider ta mère avec les fleurs dans le hall ?» À l'âge de 12 ans, je pouvais gérer efficacement les opérations de la réception, traiter les plaintes des clients et même équilibrer les recettes quotidiennes. Mais chaque fois que je montrais mes capacités, mon père trouvait quelque chose à critiquer. Le client de la chambre 304 a dit que vous aviez mis trop de temps pour l'enregistrement, ou que vous avez donné notre meilleure suite alors que nous aurions pu la facturer plus cher demain. Patrick, de 3 ans mon aîné, ne recevait que des éloges pour les mêmes tâches. Tu as l'instinct, mon fils, disait papa fièrement, posant une main sur l'épaule de Patrick. Tu comprends ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Ma mère était plus gentille mais ne soutenait pas plus mon intérêt pour l'hôtellerie. Déborah, ma chérie, tu es si douée avec les gens, disait-elle. Peut-être devrais-tu envisager de devenir enseignante ou infirmière. Le message tacite était clair, le secteur de l'hôtellerie n'était pas pour les femmes, surtout pas pour moi. Malgré ce découragement constant, ma passion pour l'industrie hôtelière ne faisait que grandir. J'ai commencé à remarquer des choses que mon père et mon frère négligeaient, les clients qui préféraient le petit déjeuner en chambre à des heures précises, les voyageurs d'affaires qui avaient besoin d'un meilleur éclairage de bureau, et le système de réservation obsolète qui causait des retards inutiles. J'ai commencé à tenir un carnet d'idées d'amélioration des changements qui pourraient améliorer l'expérience client et augmenter les revenus. À 16 ans, j'ai rassemblé mon courage et présenté mes idées lors d'une réunion du personnel. J'avais préparé une présentation détaillée sur la modernisation de notre présence en ligne, la mise en place d'un programme de fidélité et la rénovation du hall démodé. Mon père a écouté en silence, son expression indéchiffrable. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse. Puis il a ri. Pas un petit rire doux, mais un rire méprisant qui a résonné dans la petite salle de conférence. Des sites web et des cartes de fidélité. Ce ne sont que des futilités, Déborah. Les hôtels, c'est des chambres propres et un service décent, pas des gadgets marketing sophistiqués. Le personnel s'est agité mal à l'aise sur leur siège. Patrick a souri d'un air suffisant. Mes joues brûlaient d'humiliation tandis que je rassemblais mes notes et sortais de la pièce. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans mon oreiller, non pas de tristesse, mais de frustration. Je savais que mes idées étaient bonnes. Je savais que le secteur de l'hôtellerie changeait, et que nous devions changer avec lui. Cette même année, notre hôtel a fait face à sa première crise financière majeure. Un nouvel hôtel de luxe a ouvert à seulement 3 pâtés de maison, avec des équipements modernes et des prix en ligne agressifs. Notre taux d'occupation a chuté de 30% en 2 mois. J'ai regardé mon père refuser obstinément de baisser nos tarifs ou d'investir dans des améliorations. Nous offrons de la valeur et de la tradition, insistait-il lors de dîners familiaux tendus. Ces nouveaux endroits ne sont que du tapas à accent grave-l'œil sans substance. Nos clients fidèles reviendront. Mais ils ne sont pas revenus, du moins pas en nombre suffisant. J'ai suggéré d'utiliser une partie de notre fonds d'urgence pour rénover les chambres les plus démodées, mais mon père a immédiatement rejeté l'idée.
Nous ne gaspillerons pas d'argent pour des changements inutiles. Nous surmonterons cette tempête comme nous l'avons toujours fait, en réduisant les coûts et en travaillant plus dur. La partie réduire les coûts signifiait licencier 3 employés de longue date et réduire la qualité de notre petit déjeuner gratuit. La partie travailler plus dur signifiait des heures plus longues pour tout le monde, y compris moi. Je passais mes week-ends et mes soirées après l'école à travailler à la réception, souvent jusqu'à minuit, puis je me réveillais à 5 heures du matin pour aider à préparer le petit déjeuner avant l'école. Patrick, pendant ce temps, se voyait confier davantage de responsabilités de gestion. Il a mis en œuvre ses propres mesures de réduction des coûts, comme passer à des produits de nettoyage moins chers qui laissaient les chambres sentir les produits chimiques et réduire la fréquence de changement des draps pour les séjours de plusieurs nuits. Les plaintes des clients ont augmenté, mais mon père a blâmé l'économie, pas la baisse de nos normes de service. Par miracle, ou peut-être à cause d'un congrès qui a apporté une activité constante pendant 3 mois d'affilée, l'hôtel a survécu à cette crise financière. Mon père y a vu une justification de son approche traditionnelle. J'y ai vu une occasion manquée d'évoluer. Tout au long du lycée, j'ai continué à travailler à l'hôtel tout en maintenant d'excellentes notes. J'ai rejoint le club de commerce et j'ai concentré mes études sur la comptabilité, le marketing et les compétences informatiques. J'ai postulé dans des universités avec de solides programmes d'hôtellerie, déterminé à apprendre ce que ma famille refusait de m'enseigner. Le jour où ma lettre d'acceptation de la School of Hotel Administration de l'université Cornell est arrivée a été à la fois le jour le plus heureux et le plus tendu de ma jeune vie. Lors du dîner ce soir-là, j'ai annoncé mon intention de fréquenter l'un des programmes d'hôtellerie les plus prestigieux du pays. Mon père a posé sa fourchette et m'a regardé fixement. « Et comment comptes-tu payer pour cette éducation sophistiquée ? » « J'ai une bourse, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. « Et je travaillerai à temps partiel. J'économise de l'argent depuis des années. » Tout cet argent est ce temps gaspillé, a-t-il soupiré en secouant la tête. Alors que tu pourrais être ici, à apprendre le métier à la base, de la vraie manière. Mais vous ne m'avez jamais laissé apprendre le vrai métier, ai-je dit, ma voix se brisant enfin. Vous ne m'avez jamais pris au sérieux. Parce que ce n'est pas un jeu, Déborah, a-t-il lancé. C'est notre gagne-pain, notre héritage. Patrick comprend ça. Toi, tu veux juste jouer à l'hôtelière avec des diplômes sophistiqués et de grandes idées. Ma mère a attrapé ma main sous la table, un geste silencieux de réconfort, mais elle n'a rien dit pour contredire mon père. Patrick a regardé l'échange avec une expression suffisante, sûr de sa position de successeur désigné. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'irai à Cornell. J'excellerai dans mes études. Et un jour, je construirai un empire hôtelier qui ferait passer le Chicago Paradise Inn pour l'établissement démodé et mal géré qu'il devenait. Non pas par dépit, mais parce que j'aimais vraiment le secteur de l'hôtellerie et que je savais que je pouvais faire mieux. 2 mois plus tard, j'ai fait mes valises et je suis parti pour Ithaca, New York. Ma mère a pleuré à l'aéroport. Mon père m'a fait une étreinte raide et m'a rappelé qu'il y aurait toujours un poste à la réception si mes grands projets ne fonctionnaient pas. Patrick n'est même pas venu me dire au revoir. Il ne se doutait pas que la fille timide et sous-estimée qu'ils avaient rejetée pendant des années était sur le point de se lancer dans un voyage qui bouclerait la boucle de leur entreprise familiale d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'université Cornell, c'était comme entrer dans un autre monde. Pour la première fois, j'étais entouré de gens qui partageaient ma passion pour l'hôtellerie et prenaient mes idées au sérieux. Mes professeurs ont reconnu mon expérience pratique et m'ont encouragé à la combiner avec une pensée innovante. Lors des discussions en classe sur les opérations hôtelières, je me suis souvent retrouvé à utiliser des exemples réels du Chicago Paradise Inn, parfois comme des cas de ce qu'il ne fallait pas faire. Pour couvrir les dépenses que ma bourse partielle ne couvrait pas, je travaillais 20 heures par semaine au Statler, l'hôtel d'application de l'université. Contrairement à chez moi, mes superviseurs appréciaient ma contribution et me confiaient des responsabilités croissantes. Dès ma 2e année, je formais de nouveaux étudiants employés et participais aux réunions de direction. Pendant ma 3e année, j'ai décroché un poste convoité le week-end à l'Athéna, un hôtel 5 étoiles du centre-ville d'Ithaca. C'est là que j'ai rencontré Eleanor Thompson, la directrice générale qui allait devenir mon premier vrai mentor. Dans la cinquantaine, Eleanor avait gravi les échelons, passant de l'entretien ménager à la direction de l'un des hôtels de luxe indépendants les plus prospères de la région. « Je me vois en toi, Déborah », m'a-t-elle dit un soir alors que nous examinions les rapports d'occupation du week-end. Intelligente, observatrice, et constamment sous-estimée parce que tu es une femme dans ce milieu.
Eleanor m'a prise sous son aile, m'invitant aux réunions avec les fournisseurs, m'enseignant la planification budgétaire et me montrant comment gérer les situations difficiles avec les clients et le personnel. Elle m'a présenté à des contacts de l'industrie et m'a recommandé pour un stage d'été chez Luxury Prestige, l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays. Ce stage d'été à Manhattan m'a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. L'approche de l'hôtellerie de Luxury Prestige était à des années-lumière des méthodes désuètes de ma famille. Ils utilisaient l'analyse de données pour prédire les tendances de réservation, employaient la recherche psychologique pour concevoir les expériences des clients, et investissaient massivement dans la formation et la fidélisation du personnel. Je travaillais 80 heures par semaine, absorbant tout ce que je pouvais et impressionnant mes superviseurs par mon dévouement et ma rapidité d'apprentissage. À la fin du stage, le directeur régional m'a convoqué dans son bureau. « Vous avez un talent naturel pour ce métier », a-t-il dit. « Nous aimerions vous intégrer à notre programme de formation à la gestion après votre diplôme. » J'ai appelé chez moi ce soir-là, débordant d'enthousiasme. Ma mère a répondu, et je pouvais entendre la fierté dans sa voix alors que je partageais ma nouvelle. Puis mon père a pris le téléphone. « Alors, tu vas travailler pour la concurrence au lieu de ta propre famille, a-t-il dit d'un ton sec. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Papa, c'est une opportunité incroyable, ai-je essayé d'expliquer. Je peux apprendre tellement de choses et ramener ces connaissances pour aider notre hôtel. Nous n'avons pas besoin de tes idées d'entreprise sophistiquées, a-t-il interrompu. Patrick fait un excellent travail de modernisation à sa manière, la bonne manière. J'ai appris plus tard que moderniser signifiait que Patrick avait convaincu mon père d'investir dans une enseigne numérique et de nouveaux couvre-lits tout en continuant d'utiliser le même système de réservation obsolète et en ignorant les avis en ligne qui se plaignaient de l'odeur de moisi dans les couloirs. Quand je suis retourné à Cornell pour ma dernière année, je me suis plongé dans mes études avec une détermination renouvelée. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude et j'ai accepté le poste chez Luxury Prestige à New York. Le salaire de départ était supérieur à ce que mon père avait jamais payé à l'un de ses directeurs, et le programme de formation était réputé dans l'industrie. Ma première année à New York a été un tourbillon d'apprentissage et de promotion. J'ai fait une rotation dans tous les départements, de l'entretien ménager au marketing en passant par la gestion des revenus. J'ai travaillé directement avec les clients et en coulisses. J'ai appris les relations avec les investisseurs et les stratégies d'expansion. À la fin de cette année, j'ai été promue directrice adjointe dans l'un de leurs établissements phares sur Park Avenue. Dans mon nouveau rôle, j'ai mis en œuvre plusieurs initiatives qui ont augmenté les scores de satisfaction des clients et stimulé les revenus. J'ai créé un processus d'enregistrement personnalisé pour les clients réguliers qui a ensuite été adopté par tous les établissements Luxury Prestige à l'échelle nationale. Mes idées n'étaient pas seulement entendues, elles étaient valorisées et mises en œuvre. J'appelais chez moi tous les mois, essayant de maintenir un lien avec ma famille. Ma mère semblait toujours heureuse de m'entendre, me posant des questions sur ma vie à New York et partageant de petites nouvelles de la maison. Mon père venait brièvement au téléphone, me demandant quand j'allais de revenir à la raison et retourner à Chicago. Patrick ne me parlait que rarement. Pendant ma deuxième année à New York, je suis rentré à la maison pour Thanksgiving. Le Chicago Paradise Inn était exactement le même, sauf peut-être un peu plus usé. Le mobilier du hall montrait des signes de vieillissement, les tapis étaient délavés et l'ordinateur de la réception utilisait toujours le même logiciel obsolète. Pendant le dîner, j'ai essayé prudemment de partager quelques idées tirées de mon expérience professionnelle, des suggestions qui pourraient aider l'entreprise familiale sans nécessiter un investissement majeur. Patrick a immédiatement rejeté chaque idée. « Nous n'avons pas besoin de choyer les clients avec toutes ces petites attentions », a-t-il dit avec dédain. « Notre modèle économique fonctionne très bien comme ça. »« Vraiment ?» ai-je demandé doucement. « Quel est votre taux d'occupation ces jours-ci » Un silence gêné s'est installé à table. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Nous nous maintenons à environ 65%. La norme de l'industrie pour un hôtel performant dans notre catégorie et notre emplacement aurait dû être d'au moins 80%. J'ai su alors que l'hôtel était en difficulté, mais ma famille était trop fière pour l'admettre ou accepter de l'aide. Après cette visite, mes appels à la maison sont devenus moins fréquents. C'était trop douloureux de regarder de loin l'entreprise que j'aimais décliner lentement à cause de l'entêtement et de pratiques désuètes. Pendant ce temps, ma carrière continuait de s'épanouir. Pour mon 26e anniversaire, j'avais été promue directrice générale de l'établissement de Park Avenue, devenant l'une des plus jeunes directrices générales de l'histoire de l'entreprise.
L'hôtel sous ma direction a connu une augmentation de 15% de ses revenus et a reçu de nombreux prix de l'industrie pour l'innovation et la satisfaction des clients. J'ai été présenté dans Hospitality Monthly comme une étoile montante et invité à prendre la parole lors de conférences de l'industrie. Mon salaire et mes primes m'ont permis de constituer une épargne substantielle, et j'ai commencé à rêver de quelque chose de plus grand, mon propre hôtel. Un soir, en dînant avec Eleanor Thompson, qui avait depuis déménagé à New York pour superviser une collection d'hôtels-boutiques, j'ai partagé ma vision. Je veux créer quelque chose de différent, lui ai-je dit. Un hôtel qui combine l'efficacité et l'approche basée sur les données des grandes chaînes avec la touche personnelle et le caractère d'un établissement familial. Mais je ne sais pas si je suis prête à faire ce saut. Eleanor a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Déborah, tu es prête depuis des années. La seule question est de savoir si tu es assez courageuse pour parier sur toi-même comme je parierais sur toi sans hésiter. Cette conversation a été le catalyseur dont j'avais besoin. Le lendemain, j'ai commencé à rechercher des propriétés, à élaborer un plan d'affaires et à explorer des options de financement. À 27 ans, avec 7 ans d'expérience dans l'industrie mais un capital personnel limité, je savais que je ferais face à des défis. Mais pour la première fois de ma vie, je savais aussi sans l'ombre d'un doute que j'étais capable de les surmonter. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mon chemin vers la construction de mon propre empire hôtelier me ramènerait finalement là où tout avait commencé, avec une confrontation qui changerait tout. Obtenir le financement pour mon premier hôtel fut encore plus difficile que je ne l'avais prévu. Malgré mon CV impressionnant et mon plan d'affaires méticuleusement détaillé, la plupart des banques et des investisseurs hésitaient à soutenir un projet aussi ambitieux mené par une femme de 27 ans. Votre concept est intéressant, m'a dit un investisseur après avoir examiné ma proposition, mais peut-être devriez-vous viser plus petit pour votre première entreprise indépendante. Un bed and breakfast, peut-être, a suggéré un autre. Trouvez un partenaire plus expérimenté pour donner de la crédibilité au projet, de préférence un partenaire masculin. J'ai quitté cette réunion furieuse mais plus déterminé que jamais. Après 26 refus, j'ai finalement rencontré Richard Hay, un directeur d'hôtel à la retraite qui avait fait fortune en développant des hôtels de milieu de gamme dans les années 80 et 90. Contrairement aux autres, Richard s'est concentré sur mes idées et mon expérience plutôt que sur mon âge ou mon sexe. L'industrie est en train de changer, a-t-il dit après notre réunion de 3 heures. Le club des anciens est en train de disparaître, et l'avenir appartient aux innovateurs qui comprennent ce que les voyageurs modernes veulent vraiment. Je pense que vous êtes l'une de ces innovatrices. Avec le soutien de Richard et mes économies personnelles, j'ai acquis une propriété à Brooklyn qui avait été auparavant un petit hôtel peu performant. L'emplacement était excellent, proche des transports en commun et dans un quartier en plein essor, mais le bâtiment nécessitait d'importantes rénovations. Je l'ai rebaptisé The Emerson, d'après mon poète préféré, et j'ai développé un concept qui deviendrait le fondement de mon futur empire, un hôtel-boutique offrant des équipements de luxe à des prix accessibles, avec une technologie qui améliore plutôt qu'elle ne remplace la touche humaine de l'hospitalité. La rénovation a duré 8 mois, pendant lesquels j'ai supervisé chaque détail, du mobilier conçu sur mesure aux articles de toilette d'origine locale. J'ai embauché du personnel qui partageait ma vision de l'hospitalité comme une forme d'art et je les ai formés personnellement. J'ai développé un logiciel propriétaire qui nous permettait de suivre les préférences des clients et d'anticiper leurs besoins sans être intrusive. The Emerson a ouvert ses portes sans grand bruit mais a rapidement attiré l'attention grâce aux bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. Notre approche a trouvé un écho auprès des voyageurs fatigués à la fois des chaînes d'hôtels impersonnels et des hôtels boutiques hors de prix. En 6 mois, nous fonctionnions à 90% d'occupation, bien au-dessus de la moyenne de l'industrie, surtout pour une nouvelle propriété. Les blogs de voyage nous ont présentés comme un joyau caché et un révolutionnaire dans l'hôtellerie urbaine. Les magazines ont demandé des interviews sur notre approche unique. Les voyageurs d'affaires sont devenus des clients réguliers, louant notre technologie fluide et notre service attentionné. Les jeunes voyageurs ont apprécié nos pratiques durables et nos liens avec la communauté locale. Pendant cette période, je n'ai jamais mentionné mon succès à ma famille. Nos conversations téléphoniques s'étaient réduites à de brefs appels pour les anniversaires et les fêtes, et je n'avais pas visité Chicago depuis plus de 2 ans. Ma mère me demandait occasionnellement des nouvelles de mon travail à l'hôtel à New York, et je mentionnais vaguement que les choses allaient bien. J'attendais de faire mes preuves sans l'ombre d'un doute avant de partager ce que j'avais accompli. Avec le succès de The Emerson, les investisseurs qui m'avaient précédemment rejeté m'approchaient maintenant avec des offres de financement pour une expansion.
Richard m'a conseillé d'avancer prudemment pour garantir que toute nouvelle propriété maintiendrait la même qualité et la même vision. 2 ans après l'ouverture de The Emerson, j'ai acquis une deuxième propriété à Boston, suivie 6 mois plus tard par une troisième à Philadelphie. Chaque nouvel hôtel suivait le modèle de The Emerson mais avec des éléments uniques reflétant la culture et l'architecture locale. J'ai nommé la propriété de Boston The Toro et celle de Philadelphie The Franklin, poursuivant le thème littéraire et historique américain. Au fur et à mesure que ma petite collection d'hôtels grandissait, j'ai formalisé la structure de l'entreprise, créant Elegance Hotel Group comme société mère. J'ai réuni une équipe de professionnels de l'hôtellerie qui partageaient ma vision, dont beaucoup avec qui j'avais travaillé chez Luxury Prestige. J'ai instauré une participation aux bénéfices pour tous les employés, des femmes de chambre aux directeurs, garantissant que chacun ait un intérêt dans notre succès. Pour mon 32e anniversaire, Elegance Hotel Group exploitait 10 propriétés le long de la côte est, chacune rentable et très bien notée. Les publications de l'industrie ont commencé à nous désigner comme le groupe hôtelier de luxe indépendant à la croissance la plus rapide et la nouvelle norme du luxe accessible. J'ai été invité à donner des discours liminaires lors de conférences sur l'hôtellerie et consulté par de plus grandes chaînes intéressées par notre approche de l'expérience client. Tout au long de cette période de croissance, j'ai maintenu un profil personnel discret. Dans la couverture médiatique, je préférais mettre en avant nos propriétés et notre équipe plutôt que moi-même. J'utilisais le nom de l'entreprise plutôt que le mien dans les affaires commerciales autant que possible. C'était en partie une décision stratégique pour concentrer l'attention sur la marque plutôt que sur la fondatrice, mais cela signifiait aussi que la nouvelle de mon succès restait largement inconnue de ma famille. Ma vie professionnelle soigneusement construite était complètement séparée de mon histoire familiale. Aucun de mes employés ou contacts de l'industrie ne connaissait le Chicago Paradise Inn ou mes racines dans une entreprise hôtelière familiale. J'avais bâti quelque chose d'entièrement à moi à partir de zéro, exactement comme j'avais rêvé de le faire en quittant Chicago. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ces deux mondes, si soigneusement séparés, étaient sur le point d'entrer en collision d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. 8 ans après avoir quitté Chicago, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Il était inhabituel qu'elle appelle au milieu d'un jour de semaine, et sa voix semblait tendue quand j'ai répondu. « Déborah, comment vas-tu, ma chérie ?» a-t-elle demandé avec une gaieté forcée. « Je vais bien, maman. Est-ce que tout va bien là-bas ?» Il y a eu une pause, puis un soupir. « Eh bien, pas exactement. L'hôtel rencontre quelques difficultés. » Au cours des 20 minutes suivantes, ma mère a révélé ce que je soupçonnais depuis longtemps, le Chicago Paradise Inn était en grave difficulté financière. Le taux d'occupation était tombé en dessous de 40%. Ils avaient hypothéqué la propriété 2 fois pour couvrir les coûts d'exploitation. 3 mois plus tôt, ils avaient manqué un paiement de prêt pour la première fois dans l'histoire de l'hôtel. « Ton père ne sait pas que je t'appelle », a-t-elle admis. Lui et Patrick sont toujours si fiers. Mais je suis inquiète, Déborah. Cet hôtel est notre maison, notre gagne-pain. Ton père a 67 ans maintenant, trop vieux pour tout recommencer si nous perdons tout. Et Patrick, ai-je demandé. Je pensais qu'il gérait les choses. Une autre pause. Patrick a fait des choix qui n'ont pas bien fonctionné. Il a investi beaucoup d'argent dans la rénovation du restaurant avec un chef célèbre qui est parti après 3 mois. Il a également contracté des prêts pour un ajout de spa qui n'a jamais attiré la clientèle qu'il attendait. Après avoir raccroché, je suis resté assise à mon bureau, regardant l'horizon de Manhattan. Mon premier instinct a été de réserver un vol pour Chicago immédiatement pour offrir de l'aide, des conseils, de l'argent, tout ce dont ils avaient besoin. Mais je savais que mon père et mon frère rejetteraient toute aide directe de ma part. Leur fierté ne leur permettrait pas d'admettre qu'ils avaient eu tort, que le secteur de l'hôtellerie avait changé exactement comme je l'avais prédit des années auparavant. Je devais trouver un autre moyen d'aider, un moyen qui préserverait leur dignité tout en sauvant l'entreprise qu'ils avaient consacré leur vie à construire. Après une semaine de réflexion, j'ai élaboré un plan. Elegance Hotel Group ferait une offre d'acquisition du Chicago Paradise Inn par l'intermédiaire d'une société holding, avec moi comme principale investisseuse anonyme. Nous offririons un prix juste, bien au-dessus de la valeur réelle de la propriété en difficulté sur le papier, et inclurions des dispositions pour conserver tout le personnel actuel. J'ai contacté un avocat immobilier respecté de Chicago sans lien antérieur avec ma famille ou mon entreprise pour agir en tant qu'intermédiaire. Je l'ai informé de manière approfondie de la situation mais les faits jurés au secret concernant mon identité. Pour ma famille, l'offre viendrait d'un groupe d'investissement hôtelier intéressé par une expansion sur le marché de Chicago.
2 semaines plus tard, mon avocat a rencontré mon père et Patrick. Il a présenté notre offre, un prix d'achat 30% supérieur à la valeur du marché, un emploi garanti pour tout le personnel actuel pendant au moins 1 an, et la possibilité pour mes parents de conserver leur résidence dans leur appartement pendant 5 ans, sans loyer. Mon père était initialement méfiant et réticent, selon le rapport de mon avocat. Cet hôtel est dans notre famille depuis 2 générations, avait-il dit. Nous ne vendons pas à une société sans visage. Mais la réalité financière était impossible à ignorer. Ils avaient 3 mois de retard sur les paiements de prêt. La saisie devenait une possibilité réelle. Après une semaine de délibération, et j'ai appris plus tard plusieurs disputes animées entre mon père et Patrick, ils ont accepté de se rencontrer à nouveau pour discuter des conditions. La deuxième réunion incluait leur représentant bancaire, qui a clairement indiqué que sans une intervention financière significative, ils perdraient entièrement l'hôtel en quelques mois. Face à cette dure réalité, mon père a accepté à contre-cœur la vente avec une condition supplémentaire, il voulait rester impliqué en tant que consultant pour la période de transition. J'ai immédiatement approuvé cette condition, sachant que cela l'aiderait à sauver la face et à faciliter la transition. Les documents ont été rédigés et 60 jours plus tard, Elegance Hotel Group a officiellement acquis le Chicago Paradise Inn. Tout au long de ce processus, j'ai maintenu ma distance et mon anonymat. J'ai suivi les procédures par l'intermédiaire de mon avocat et de mon équipe financière, mais je n'ai pas visité Chicago ni ne me suis impliqué directement de quelque manière que ce soit. L'acquisition a été traitée comme toute autre transaction commerciale, avec une diligence raisonnable approfondie et une courtoisie professionnelle. Ce que mon équipe a découvert pendant le processus de diligence raisonnable était pire que ce que j'avais craint. Au-delà du Chicago Paradise Inn, mon père et mon frère avaient acquis 3 propriétés plus petites dans des États voisins au cours de la dernière décennie, toutes étant également peu performantes et lourdement endettées. Celles-ci avaient été financées en grande partie en utilisant l'hôtel d'origine comme levier, mettant toute la petite chaîne en danger d'effondrement. J'ai décidé d'acquérir les 4 propriétés, de restructurer la dette et de les intégrer sous l'égide d'Elegance Hotel Group. C'était un engagement financier important, qui étirait nos ressources plus que je ne l'aurais souhaité, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que ma famille perde tout ce pour quoi elle avait travaillé. Mon plan était de rénover et de rebaptiser les 4 hôtels, en commençant progressivement par les plus petites propriétés et en gardant le Chicago Paradise Inn pour la fin. Cela laisserait le temps à mon équipe opérationnelle d'évaluer chaque emplacement en profondeur et de développer des concepts appropriés qui honoreraient l'histoire des propriétés tout en les modernisant pour répondre aux demandes actuelles du marché. Tout au long de l'acquisition et de la phase de planification initiale, j'ai continué à diriger Elegance Hotel Group depuis New York, participant à des conférences téléphoniques quotidiennes avec mon équipe de Chicago mais sans jamais révéler mon lien avec les propriétés. Pour mon personnel, il s'agissait simplement d'une autre expansion stratégique sur le marché du Midwest. 6 mois après l'acquisition, la rénovation des 2 premières petites propriétés était terminée, et elles ont rouvert sous de nouveaux noms dans le cadre d'Elegance Hotel Group. Les critiques des clients étaient extrêmement positives, et les taux d'occupation grimpaient régulièrement. La 3e propriété a suivi 3 mois plus tard avec un succès similaire. Enfin, il était temps de s'occuper du Chicago Paradise Inn, la propriété qui avait façonné mon enfance et lancé ma carrière dans l'hôtellerie, bien que d'une manière que ma famille n'avait jamais prévue. Je voulais que sa transformation soit spéciale, une vitrine de tout ce que j'avais appris et accompli depuis mon départ. J'ai approuvé un plan de rénovation complet qui préserverait le caractère historique du bâtiment tout en modernisant complètement l'infrastructure et les équipements pour les clients. Le budget était généreux, le calendrier ambitieux. J'ai choisi personnellement l'équipe de conception et les entrepreneurs, examiné chaque détail des plans et suivi les progrès grâce à des mises à jour photos quotidiennes et des appels vidéo. Alors que la rénovation touchait à sa fin, j'ai dû prendre une décision, devais-je me révéler en tant que nouvelle propriétaire avant ou pendant la grande réouverture? Après mûre réflexion, j'ai décidé que la célébration de la réouverture serait le moment idéal pour boucler la boucle de mon parcours. J'inviterai ma famille en tant qu'invité d'honneur, et devant des collègues de l'industrie et la presse, je sortirai enfin de l'ombre de l'identité d'entreprise que j'avais construite et je réclamerai mon histoire personnelle. Je ne me faisais aucune illusion sur le fait que cette révélation guérirait instantanément les divisions dans ma famille, mais j'espérais que voir ce que j'avais accompli, comment j'avais sauvé et transformé l'entreprise qu'ils aimaient pourrait amorcer un processus de réconciliation. Au minimum, cela les forcerait enfin à reconnaître le succès que j'avais atteint selon mes propres termes. Avec cette décision prise, j'ai réservé un vol pour Chicago pour la première fois depuis des années, prête à affronter mon passé et à révéler la vérité qui avait été cachée si longtemps. L'hôtel rénové,
désormais rebaptisé The Sandberg en accord avec mon thème littéraire de Chicago, était presque méconnaissable par rapport à la propriété fatiguée que ma famille avait eu du mal à entretenir. Le hall comportait un atrium vertigineux avec un lustre en verre sur mesure inspiré du lac Michigan. Les chambres combinaient la technologie moderne avec des éléments architecturaux classiques de Chicago. Le restaurant, dirigé par un chef local respecté, mettait en valeur la cuisine régionale avec une touche contemporaine. Pour la grande réouverture, nous avons invité des chefs d'entreprise locaux, des représentants de l'industrie du voyage, des influenceurs des réseaux sociaux et la presse. J'ai personnellement signé l'invitation envoyée à ma famille. Bien qu'elles aient été adressées par la direction d'Elegance Hotel Group plutôt que par moi directement, ils étaient désignés comme des invités VIP spéciaux avec accès à toutes les zones de la célébration. Je suis arrivé à Chicago 3 jours avant l'événement, séjournant incognito dans un autre hôtel tout en supervisant les derniers préparatifs. Le matin de la réouverture, j'ai visité la propriété tôt, parcourant chaque zone et remerciant le personnel pour leur travail acharné. Beaucoup étaient des employés d'origine qui étaient restés pendant la transition, bien qu'ils ne connaissaient pas encore mon lien avec les anciens propriétaires. À 18h30 ce soir-là, les invités ont commencé à arriver pour la réception au champagne et la visite de la propriété. J'ai regardé depuis un bureau privé le hall se remplir de l'élite des affaires de Chicago, des responsables du tourisme et des représentants des médias. Et puis finalement, je les ai vus, mon père, qui avait l'air plus vieux et plus fragile que dans mon souvenir, ma mère, élégante dans une robe bleue qu'elle avait probablement achetée spécialement pour l'occasion, Patrick, qui se comportait toujours avec cet air de supériorité, et une femme que j'ai supposée être sa femme, que je n'avais jamais rencontrée. Ils ont été accueillis par le directeur général, qui avait été informé ce matin-là de ma relation avec eux mais qui avait juré le secret jusqu'à l'annonce officielle. Il les a escortés jusqu'au salon VIP, où ils attendraient le début du programme officiel. À 19h15, j'ai pris une profonde inspiration et je suis monté sur la petite scène qui avait été installée dans le hall. La salle s'est tue alors que je m'approchais du microphone. Bonsoir, et merci à tous de vous joindre à nous pour célébrer le nouvel ajout à la famille Elegance Hotel Group, ai-je commencé, balayant la foule du regard jusqu'à ce que je repère ma famille près du fond de la salle. Ils regardaient avec un intérêt poli, ne me reconnaissant clairement pas au début, dans mon tailleur sur mesure, avec mes cheveux coiffés différemment de ce qu'ils avaient jamais vu. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a une riche histoire dans l'hôtellerie de Chicago, une histoire que je connais intimement. Vous voyez, j'ai grandi dans cet hôtel. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu le moment exact où la reconnaissance a illuminé le visage de mon père, son expression passant d'une attention polie au choc. Je m'appelle Deborah Marshall, fondatrice et PDG d'Elegance Hotel Group. Mais pour les anciens propriétaires de cet établissement, j'étais simplement Deborah, la fille qui a quitté la maison pour poursuivre un rêve dans l'industrie hôtelière. La salle était maintenant absolument silencieuse. Ma mère avait la main sur la bouche. Patrick chuchotait furieusement à sa femme. J'ai continué mon discours, décrivant brièvement la croissance d'Elegance Hotel Group et notre vision pour The Sandberg en tant que notre propriété phare du Midwest. J'ai remercié le personnel qui était resté pendant la transition et j'ai salué les équipes de conception et de construction. Tout au long, j'ai gardé un ton professionnel et positif, ne faisant aucune référence aux tensions familiales ou aux difficultés financières qui avaient précédé l'acquisition. Je vous invite tous à explorer la propriété, à savourer les créations culinaires de notre chef exécutif, et à expérimenter par vous-même le mélange d'hospitalité classique de Chicago et de luxe moderne qui définit The Sandberg. Merci. Les applaudissements furent enthousiastes, mais je les entendis à peine. Mes yeux étaient fixés sur ma famille. Mon père était devenu pâle. Patrick avait l'air en colère. Ma mère semblait au bord des larmes. En descendant de la scène, j'ai été immédiatement entouré de sympathisants et de journalistes posant des questions sur mon lien personnel avec la propriété. J'ai répondu brièvement mais poliment, expliquant que ma famille avait possédé l'hôtel pendant de nombreuses années et que son intégration dans le portefeuille d'Elegance Hotel Group était un moment spécial, un retour aux sources dans ma carrière. Pendant tout ce temps, j'étais parfaitement consciente de ma famille qui se tenait raidement au bord de la foule, en train de regarder. Après environ 20 minutes de discussion, le directeur général s'est approché de moi discrètement. « Votre famille a demandé à vous parler en privé », a-t-il dit. Je les ai installés dans la suite présidentielle pour plus d'intimité. J'ai hoché la tête, pris un moment pour me ressaisir, et me suis dirigé vers l'ascenseur. C'était la confrontation que j'avais à la fois anticipée et redoutée depuis des mois. Quand je suis entré dans la suite,
ma famille se tenait en un groupe maladroit près des fenêtres donnant sur l'horizon de Chicago. Personne n'a parlé alors que je fermais la porte derrière moi. Finalement, mon père a rompu le silence. Alors, c'était ton plan depuis le début? Nous humilier publiquement? Non, papa, ai-je dit d'un ton égal. Mon plan était de sauver l'entreprise que tu as construite avant que vous ne perdiez tout. En agissant dans notre dos? En prétendant être une société anonyme, a interjeté Patrick, le visage rouge de colère. Auriez-vous accepté mon aide si je l'avais offerte directement, ai-je demandé. M'auriez-vous avoué à quel point la situation était grave? La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu n'avais aucun droit d'interférer. C'était notre entreprise, notre héritage. Un héritage que vous étiez sur le point de perdre par saisie, ai-je souligné. J'ai payé bien au-dessus de la valeur du marché pour les 4 propriétés. J'ai gardé chaque employé. J'ai même fait en sorte que vous puissiez garder votre maison. Alors, nous devrions être reconnaissants, a raillé mon père. Reconnaissant que ma propre fille soit venue en sauveuse pour prendre le contrôle de ce que nous avons construit. Ce que vous avez construit et ce que Patrick a presque détruit, ai-je dit, mon calme finissant par céder. Savez-vous combien de dettes il avait accumulées? Réalisez-vous que vous étiez à 3 mois de tout perdre? Patrick s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Tu te crois si intelligente avec ta chaîne d'hôtels de luxe et ton succès commercial, mais tu as volé notre héritage familial. Tu as profité d'une situation difficile. J'ai sauvé notre héritage familial, les jeux corrigés. Je l'ai préservé et amélioré. Tout ce que j'ai appris sur les hôtels a commencé dans ce bâtiment, avec cette entreprise. J'ai peut-être construit ma carrière ailleurs, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a doucement touché le bras de mon père. Thomas, peut-être devrions-nous écouter ce que Déborah a à dire. L'hôtel est magnifique maintenant, meilleur qu'il ne l'a été depuis des années. Il a repoussé sa main. Ce n'est plus notre hôtel. C'est le sien. Il s'est tourné vers moi, son expression se durcissant. Tu possèdes peut-être le bâtiment maintenant, Déborah, mais tu ne comprendras jamais ce que cet endroit signifiait vraiment pour nous. Et tu ne seras jamais la bienvenue ici en tant que membre de la famille. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Après tout ce que j'avais accompli, après les avoir littéralement sauvés de la ruine financière, mon père n'était toujours pas disposé à reconnaître ma réussite ou à accepter mon aide. C'est notre complexe hôtelier maintenant, a-t-il poursuivi, sa voix s'élevant. Le nôtre, pas le tien. Tu ne mettras jamais les pieds dans nos complexes hôteliers. Je suis resté là, momentanément sans voix devant l'ironie de sa déclaration. Il revendiquait la propriété de biens qu'il avait légalement vendus, se tenant dans une suite qu'il n'avait plus le droit d'occuper, disant à la propriétaire réelle qu'elle ne serait jamais la bienvenue. Patrick a profité de mon silence. Nous devrions la poursuivre pour fausse déclaration, a-t-il dit à mon père. Elle a délibérément dissimulé son identité lors de l'achat. Cela doit être illégal. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais fixer des limites claires. Il ne s'agissait plus de réconciliation familiale. Il s'agissait de protéger mon entreprise et les employés qui dépendaient de moi. La vente était parfaitement légale et transparente, ai-je dit, ma voix redevenant stable. Chaque document a été examiné par vos avocats. Il n'y avait aucune obligation légale pour moi de divulguer mon identité personnelle en tant qu'investisseur. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné pour leur faire face. J'avais espéré que voir ce que j'ai accompli pourrait enfin vous rendre fier, ou au moins vous faire reconnaître que j'avais raison sur mes capacités et ma compréhension de ce métier. De toute évidence, je me suis trompé à ce sujet. J'ai regardé directement mon père. Vous êtes les bienvenus pour rester dans votre appartement comme convenu dans le contrat, mais cette suite, comme le reste de l'hôtel, appartient maintenant à Elegance Hotel Group, et j'attends de vous que vous traitiez notre personnel et notre propriété avec respect. Sur ce, j'ai quitté la suite, fermant doucement la porte derrière moi. J'ai réussi à garder mon sang-froid jusqu'à ce que j'atteigne mon bureau privé, où je me suis finalement permis un moment de deuil pour la réconciliation familiale qui semblait désormais impossible. Plus tard dans la soirée, alors que la célébration se poursuivait et que les invités s'extasiaient sur la propriété transformée, j'ai regardé de loin mon père et Patrick quitter l'hôtel, leurs expressions sombres. Ma mère est restée, regardant autour d'elle comme si elle me cherchait, mais elle a fini par les suivre. J'avais remporté la bataille commerciale de manière décisive. Le Chicago Paradise Inn, maintenant The Sandberg, était à moi,
sauvée du bord de l'effondrement financier et transformée en une propriété phare. Mais dans le processus, j'avais confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, mon père ne m'accepterait jamais comme une hôtelière à succès à part entière, ne reconnaîtrait jamais que sa fille avait non seulement égalé mais largement dépassé ses propres réalisations dans l'industrie. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel de l'autre côté de la ville, j'ai pris une décision difficile. Si mon père et mon frère ne pouvaient pas respecter les limites et accepter la nouvelle réalité, je devrais faire respecter ces limites moi-même, même si cela signifiait endommager davantage notre relation déjà tendue. Le matin après la grande réouverture, j'ai rencontré mon équipe de sécurité et le directeur général de The Sandberg. J'ai expliqué la situation franchement, mon père et mon frère étaient les anciens propriétaires mais avaient réagi de manière hostile à la révélation de mon identité. Bien qu'ils conservaient le droit de vivre dans leur appartement privé comme stipulé dans notre accord, leur accès VIP aux équipements de l'hôtel était une courtoisie, pas une obligation contractuelle. Avec effet immédiat, ai-je ordonné, veuillez désactiver les cartes d'accès VIP délivrées à Thomas et Patrick Marshall. Ma mère, Margaret, peut conserver son accès. Veuillez également informer tout le personnel que les anciens propriétaires n'ont plus l'autorité de donner des instructions ou d'outrepasser les politiques de l'hôtel. Le directeur général a hoché la tête, bien que je puisse voir qu'il était mal à l'aise avec la situation. Et s'ils deviennent difficiles à ce sujet, alors vous contactez la sécurité de l'hôtel et, si nécessaire, les forces de l'ordre local, ai-je dit fermement. C'est une entreprise, et nous maintiendrons des normes de conduite professionnelle de la part de tous, y compris des anciens propriétaires. Après la réunion, j'ai de nouveau visité la propriété, parlant avec le personnel et réglant les problèmes qui avaient pu survenir lors de l'événement d'ouverture. Tout le monde était de bonne humeur. La célébration avait été un immense succès, avec des critiques initiales élogieuses des médias et des invités de l'industrie. La seule ombre au tableau était la situation avec ma famille, que je gardais pour moi autant que possible. Ce soir-là, je travaillais tard dans le bureau de la direction quand mon téléphone a sonné. C'était la directrice de la réception, sa voix tendue. Mademoiselle Marshall, je suis désolé de vous déranger, mais votre père et votre frère sont à la réception. Ils ont essayé d'accéder au salon exécutif, et leurs cartes clés ont été refusées. Ils sont très contrariés. Je descends tout de suite, ai-je dit, en prenant une profonde inspiration pour me recentrer. Quand je suis arrivé dans le hall, j'ai trouvé mon père en pleine dispute avec l'agent de la réception, sa voix portant à travers le sol en marbre. C'est ridicule. J'ai possédé cet hôtel pendant 30 ans. Comment osez-vous me dire que je ne peux pas entrer dans le salon? Patrick se tenait à côté de lui, les bras croisés, tandis que plusieurs clients regardaient avec des expressions gênées. C'était exactement la scène que j'avais espéré éviter, une confrontation publique qui pourrait nuire à la réputation de l'hôtel dès son deuxième jour d'ouverture. Papa, dis-je calmement en m'approchant. Discutons de cela en privé, s'il te plaît. Il se tourna vers moi, le visage rouge de colère. C'est toi qui as fait ça. Tu as annulé notre accès. Oui, c'est moi, ai-je confirmé, en gardant ma voix basse et stable. Après votre comportement de la nuit dernière, il semblait approprié de clarifier les limites. Nous pouvons en discuter dans mon bureau, pas dans le hall devant les clients. Nous n'avons rien à discuter, a-t-il lancé. C'est notre hôtel, et nous irons où bon nous semble. Un agent de sécurité était apparu discrètement à proximité, alerté par la réception. J'ai légèrement hoché la tête pour reconnaître sa présence mais j'espérais que son intervention ne serait pas nécessaire. Papa, ce n'est plus ton hôtel, ai-je dit fermement. Tu l'as vendu à Elegance Hotel Group. Tu as conservé le droit à ta résidence privée, ce que nous respectons, mais les zones publiques de l'hôtel sont maintenant sous ma direction. Patrick s'est avancé. C'est comme ça que tu traites la famille? En nous humiliant en public? J'essaie d'éviter une humiliation publique en demandant à parler en privé, ai-je souligné. C'est vous qui faites une scène dans le hall. Le visage de mon père s'assombrit encore plus. Je n'ai pas besoin de demander la permission pour entrer dans des parties de mon propre hôtel. J'exige de parler au vrai directeur, pas à ma fille ingrate qui pense tout savoir mieux que tout le monde. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais prendre position, non seulement pour moi-même, mais pour chaque employé qui regardait cette interaction et se demandait qui était vraiment aux commandes. Sécurité, ai-je appelé, et l'agent s'est immédiatement avancé. Veuillez escorter Monsieur Marshall et son fils jusqu'à leur résidence. Ils sont les bienvenus dans leur appartement privé mais ne sont plus autorisés à accéder aux zones opérationnelles de l'hôtel ou aux installations exécutives.
Mon père me regarda, incrédule. Tu me ferais expulser? Ton propre père? Je ferai expulser toute personne causant des troubles dans mon hôtel, ai-je répondu d'un ton égal. Famille ou pas, l'agent de sécurité s'est approché respectueusement. Monsieur, si vous voulez bien me suivre. Pendant un instant, j'ai cru que mon père pourrait refuser, pourrait forcer une scène encore plus inconfortable. Mais quelque chose dans mon expression a dû lui transmettre ma détermination absolue car après un silence tendu, il s'est retourné et s'est dirigé vers les ascenseurs, Patrick le suivant à contre-cœur. Alors qu'il partait, j'ai remarqué plusieurs clients qui observaient l'interaction. Je me suis approché d'eux avec un sourire professionnel. Je m'excuse pour tout dérangement. Nous réglons quelques problèmes de transition avec l'ancienne direction. Puis-je vous offrir des boissons gratuites dans notre salon pour compenser le désagrément? Les clients semblaient apaisés, et la crise potentielle de relations publiques a été évitée, mais je savais que ce n'était pas la fin du conflit avec ma famille. Plus tard dans la nuit, ma mère m'a appelé, la voix tremblante. Déborah, ton père est furieux. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis désolé, maman, dis-je sincèrement, mais il ne m'a pas laissé le choix. Il ne peut pas se comporter de cette manière dans un environnement professionnel. Il se sent trahi, dit-elle. Nous avons tous été choqués par la révélation. Mais ton père. Cet hôtel était l'œuvre de sa vie. Que tu en prennes le contrôle, même si tu l'as sauvé de la ruine financière, c'est humiliant pour lui. J'ai soupiré, sentant le poids de la situation. Maman, je comprends cela, mais je ne l'ai pas repris par dépit ou pour l'humilier. Je l'ai fait pour préserver ce qu'il a construit, ce que notre famille a construit. Pourquoi ne peut-il pas voir ça? Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. Ton père a toujours été un homme fier, Déborah. Trop fier parfois. Et tu l'as surpassé à tous les égards, ce qui est difficile à accepter pour un homme comme lui de la part de quiconque, surtout de sa fille. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi à ces paroles. Ma mère avait toujours été prise entre deux feux, ne contredisant jamais directement mon père mais offrant parfois ses petites lueurs sur son caractère, ses reconnaissances subtiles de ses défauts. C'était ce qui se rapprochait le plus de sa prise de position en ma faveur. Le lendemain matin, je l'ai invitée à me rencontrer dans mon bureau à l'hôtel. Elle est arrivée l'air nerveux, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être vue. Ton père ne sait pas que je suis là, a-t-elle admis en s'asseyant. Il nous a interdit à tous de te parler. Au lieu de répondre directement à cette déclaration préoccupante, je lui ai fait faire une visite approfondie de la propriété rénovée, expliquant les améliorations, la technologie, la stratégie marketing. Je lui ai montré les projections financières, les réservations déjà garanties pour les mois à venir, les critiques positives qui affluaient. C'est extraordinaire, Déborah, dit-elle alors que nous terminions la visite dans mon bureau. Je n'avais aucune idée. De la façon dont ton père parlait de ta carrière, je pensais que tu travaillais peut-être juste dans une chaîne d'hôtels, pas que tu construisais tout ça. J'ai essayé de te le dire, dis-je doucement. J'ai envoyé des articles, des récompenses, des informations sur chaque nouvelle propriété. En as-tu jamais vu? Elle baissa les yeux sur ses mains. Ton père. Il interceptait le courrier venant de toi. Il raccrochait si tu essayais de parler de ton travail. Il ne voulait pas entendre parler de ton succès parce que cela lui rappelait ses propres échecs. Ses aveux m'ont stupéfié. Toutes ces années à penser que ma famille ne se souciait tout simplement pas de mes réalisations, alors qu'en réalité, mon père les avait activement cachées. Maman, tu dois comprendre quelque chose, dis-je en prenant ses mains dans les miennes. Je n'ai rien fait de tout cela pour lui prouver qu'il avait tort ou pour rivaliser avec lui. Je l'ai fait parce que j'aime ce métier, cette industrie. Tout ce que je sais sur l'hospitalité a commencé ici même, dans ce bâtiment, en vous regardant travailler, toi et papa. Des larmes remplirent ses yeux. J'ai toujours su que tu avais un talent spécial pour ça. La façon dont tu remarquais les choses, te souvenais des préférences des clients, voyais les opportunités d'amélioration. Mais ton père. Il ne pouvait voir que Patrick comme son successeur. Parce que Patrick ferait les choses exactement comme il les avait toujours faites. Et c'est pourquoi l'entreprise a failli échouer, dis-je doucement. Parce que l'industrie a changé, et ils ont refusé de changer avec elle. Elle hocha lentement la tête. Je le vois maintenant. Je pense qu'au fond, ton père le voit aussi. C'est pourquoi il est si en colère. Pas seulement parce que tu as pris le contrôle,
mais parce que tu avais raison depuis le début. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur la stabilisation des opérations à The Sandberg et sur la préparation de mon retour à New York. Ma mère et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois, reconstruisant notre relation alors qu'elle découvrait enfin ma carrière et mes réalisations sans le filtre de mon père. Elle a commencé à partager des histoires de ses propres débuts dans l'hôtellerie, des idées et des expériences qu'elle n'avait jamais exprimées lorsque mon père dominait toutes les conversations d'affaires. Patrick, pendant ce temps, a consulté des avocats pour contester la vente des hôtels. Comme je m'y attendais, ils l'ont informé que la transaction était entièrement légale. Elegance Hotel Group n'avait rien déformé d'essentiel à la vente. Mon identité personnelle en tant qu'investisseur derrière l'entreprise n'était pas une divulgation légalement requise. Peu découragé par cette réalité juridique, Patrick a néanmoins intenté une action en justice, alléguant fraude et coercition. L'affaire a été rapidement rejetée par le tribunal, mais pas avant d'avoir généré une publicité indésirable. Plusieurs publications de l'industrie ont publié des articles sur le drame familial derrière l'acquisition, me forçant à aborder la situation plus publiquement que je ne l'avais prévu. J'ai publié une simple déclaration, Elegance Hotel Group a acquis ses propriétés par le biais d'une transaction commerciale standard à une valeur supérieure à celle du marché, préservant des emplois et améliorant les propriétés au profit des employés, des clients et des communautés qu'elles desservent. Bien que j'ai un lien personnel avec la propriété originale de Chicago en tant que membre de la famille fondatrice, toutes les transactions commerciales ont été menées avec le plus grand professionnalisme et la plus grande transparence. La déclaration a suffi à calmer l'intérêt des médias, mais les dommages causés à mes relations familiales semblaient irréparables. Mon père a refusé tout contact. Patrick, embarrassé par l'échec du procès, a déménagé en Floride avec sa femme pour ouvrir un restaurant, quittant entièrement l'industrie hôtelière. Seule ma mère a maintenu une relation avec moi, devenant progressivement plus indépendante et confiante dans l'expression de ses propres opinions. Alors que The Sandberg s'établissait comme l'un des hôtels les plus prestigieux de Chicago, remportant des prix et attirant une clientèle fidèle, je me suis concentré sur la poursuite de la construction d'Elegance Hotel Group à l'échelle nationale. Nous avons ouvert de nouvelles propriétés à San Francisco, Seattle et Austin, chacune maintenant nos valeurs fondamentales de luxe accessible et de services personnalisés. 3 ans après l'acquisition et la confrontation, Elegance Hotel Group était passé à 30 propriétés à travers les États-Unis avec des plans d'expansion internationale. La petite entreprise familiale dans laquelle j'avais grandi était devenue le fondement de quelque chose de bien plus grand et de plus réussi que mon père ou mon frère n'avaient jamais imaginé. Bien que le coût personnel ait été élevé, j'avais prouvé au-delà de tout doute ce que j'avais toujours su, que je comprenais le secteur de l'hôtellerie, que j'avais la vision et la détermination de réussir dans une industrie compétitive, et que je pouvais construire quelque chose de remarquable selon mes propres termes. Ce que je ne savais pas encore, c'est s'il pourrait encore y avoir un chemin pour guérir les blessures familiales qui avaient été creusées davantage par notre confrontation. 3 ans après la réouverture spectaculaire de The Sandberg, j'étais assise dans mon bureau d'angle au 40e étage de notre siège social à New York, examinant les plans d'expansion de nos premières propriétés européennes. Elegance Hotel Group exploitait désormais 30 hôtels à travers les États-Unis, employait plus de 3000 personnes et était devenu l'un des groupes hôteliers indépendants les plus innovants et les plus prospères de l'industrie. Le téléphone sur mon bureau a sonné, et la voix de mon assistante est passée par le haut-parleur. « Votre mère est là pour vous voir. » Ma mère était progressivement devenue une visiteuse régulière de nos diverses propriétés. Après des décennies passées dans l'ombre de mon père, elle avait découvert une passion pour les opérations hôtelières qui n'avait jamais pu s'épanouir. À 70 ans, elle avait entamé une seconde carrière inattendue en tant que conseillère honoraire de notre programme de formation, partageant son expérience de toute une vie dans l'hôtellerie avec les nouveaux employés. « Faites-la entrer, s'il vous plaît », ai-je répondu, souriant en voyant ma mère entrer dans le bureau. « La propriété de Londres a l'air merveilleuse », dit-elle en désignant les rendus architecturaux étalés sur mon bureau. « Ton père aurait été si impressionné de voir jusqu'où tu as mené cette entreprise. » J'ai haussé un sourcil à la mention de mon père, un sujet que nous évitions généralement. « Vraiment ? Je pense qu'il trouverait encore quelque chose à critiquer. » Ma mère s'est assise en face de moi, son expression sérieuse. « Déborah, il y a quelque chose que je dois te dire. Ton père a été diagnostiqué avec une insuffisance cardiaque congestive. Les médecins disent qu'il ne lui reste peut-être qu'1 an ou 2. La nouvelle m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Malgré tout, malgré le rejet et les paroles dures, il était toujours mon père. Je suis désolé de l'apprendre. » Comment le prend-il ? Aussi obstinément qu'il prend tout, soupira-t-elle.
Mais il a demandé de tes nouvelles. Pas directement, bien sûr. Il verra un article sur Élégance Hôtel dans un magazine et fera un commentaire. Ou il remarquera un reportage sur toi dans une émission d'affaires et le regardera en entier, bien qu'il prétende ne pas être intéressé. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, considérant cette information. Que suggères-tu, maman? Que je le contacte? La dernière fois que nous avons parlé, il m'a dit que je ne serais jamais la bienvenue dans son hôtel, alors que j'en étais la propriétaire. Je sais, a-t-elle reconnu. Et je n'excuse pas son comportement ni sa fierté. Mais Déborah, la vie est courte. La fierté a déjà coûté si cher à cette famille. Veux-tu vraiment la laisser te coûter la chance de faire la paix avant qu'il ne soit trop tard? Ces paroles m'ont accompagné longtemps après son départ. Ce soir-là, je me suis retrouvé à regarder de vieilles photos de famille que je gardais dans un tiroir de mon appartement, des photos de mon père m'apprenant à nager dans la piscine de l'hôtel, mon 10e anniversaire célébré dans le restaurant de l'hôtel avec un gâteau préparé par le chef pâtissier, ma remise de diplôme du lycée, mon père se tenant raidement à côté de moi, son expression indéchiffrable mais sa main reposant légèrement sur mon épaule. Après une nuit blanche, j'ai pris une décision. J'ai écrit une lettre personnelle à mon père, non pas en tant que PDG d'Élégance Hôtel Group, mais en tant que sa fille. J'ai écrit sur mes plus anciens souvenirs du Chicago Paradise Inn, sur les leçons que j'avais apprises en le regardant travailler, sur la façon dont ses fondations avaient façonné ma propre approche de l'hospitalité. J'ai reconnu la douleur de notre éloignement et exprimé l'espoir que nous pourrions trouver un moyen d'avancer avant qu'il ne soit trop tard. 2 semaines se sont écoulées sans réponse. J'ai essayé de ne pas être déçu, sachant à quel point il lui serait difficile de mettre de côté sa fierté après tant d'années. Puis, un mardi matin, mon assistante m'a informé que Thomas Marshall était dans le hall et demandait à me voir. Mon père avait l'air plus petit que dans mon souvenir, sa silhouette autrefois imposante diminuée par l'âge et la maladie. Mais ses yeux étaient aussi vifs que jamais alors qu'il observait le vaste bureau, les récompenses qui tapissaient les murs, la vue de Manhattan à travers les baies vitrées. « Belle installation que tu as là, dit-il, sa voix bourrue mais dépourvue de la colère à laquelle je m'étais habitué. « Voudrais-tu la visite que je t'ai proposée ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Il a hoché la tête, et je lui ai fait visiter le siège social, le présentant aux membres clés de l'équipe, expliquant notre centre d'opération où nous surveillons les 30 propriétés en temps réel, et notre studio de design où nous développions des concepts pour de nouveaux hôtels et des rénovations. Alors que nous retournions à mon bureau, il s'est arrêté devant une grande photographie de la grande réouverture de The Sandberg. « Tu as fait du bon travail avec le vieil endroit, dit-il doucement. Mieux que nous n'aurions jamais pu le faire. » Venant de mon père, c'était un aveu extraordinaire. « Merci, dis-je simplement, ne voulant pas trop insister sur le moment et risquer de briser cette connexion fragile. « J'avais tort, Déborah, a-t-il poursuivi, regardant toujours la photographie plutôt que moi. Tort sur beaucoup de choses. Tort de rejeter tes idées. Tort de favoriser Patrick simplement parce qu'il était mon fils. Tort de te combattre alors que tu sauvais en fait tout ce que nous avions construit. Je me tenais silencieusement à côté de lui, croyant à peine ce que j'entendais. J'étais tellement absorbé par le fait de faire les choses à ma manière, la manière que mon père m'avait enseignée, que je ne voyais pas comment le monde changeait. Au moment où j'ai réalisé que nous étions en difficulté, il était trop tard, et ma fierté ne me laissait pas admettre que tu avais eu raison depuis le début. Il s'est enfin tourné vers moi, les yeux humides. Je ne demande pas pardon, Déborah. Ce que j'ai fait, comment je t'ai traité. Ce n'est pas quelque chose qui se pardonne facilement. Mais je voulais que tu saches, avant qu'il ne soit trop tard, que je vois maintenant ce que tu as accompli. Et je suis fier. Si fier que ça fait mal, parce que je sais que je n'ai eu aucune part dans ton succès. Que tu as accompli tout cela malgré moi, pas grâce à moi. Les mots que j'avais attendus des décennies pour entendre. Pas seulement la reconnaissance de mon succès, mais la reconnaissance des obstacles qu'il avait placés sur mon chemin. C'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais attendu de mon père. Tu y as eu une part, dis-je, me surprenant moi-même en réalisant cela en parlant. Toutes ces années à te regarder travailler, à voir ton dévouement aux plus petits détails, ton insistance sur la qualité même quand il aurait été plus facile de faire des économies. Cela est devenu une partie de moi aussi. La fondation a toujours été là, même si nous avons construit des structures très différentes dessus. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là, entamant le lent processus de reconstruction d'une relation qui avait été brisée depuis si longtemps.
Ce ne fut pas une réconciliation instantanée, pas de moment hollywoodien de larmes et d'étreinte, mais une exploration prudente et hésitante de la possibilité que nous puissions retrouver notre chemin vers la famille malgré tout ce qui s'était passé. Mon père a vécu encore 18 mois, assez longtemps pour voir l'ouverture de notre propriété à Londres, pour rencontrer certains de ses petits-neveux et nièces qui travaillaient dans l'entreprise, et pour développer une relation cordiale, bien que quelque peu formelle, avec moi. Patrick est resté distant, bien qu'il ait cessé de m'antagoniser activement ou l'entreprise, ce qui était une sorte de progrès. L'expérience m'a appris des leçons que je porte avec moi chaque jour. J'ai appris que parfois les personnes qui devraient le plus croire en vous sont les moins capables de le faire, non pas à cause de vos limites, mais à cause des leurs. J'ai appris que le succès est la meilleure réponse au doute, mais que même un succès indéniable ne changera pas certains esprits obscurcis par la fierté ou une pensée dépassée. Plus important encore, j'ai appris que fixer des limites n'est pas seulement un acte d'auto-préservation mais une affirmation de l'estime de soi. Quand j'ai appelé la sécurité et annulé l'accès VIP de mon père, quand sa carte clé a clignoté en rouge à l'entrée du salon exécutif, je ne protégeais pas seulement mon entreprise, je déclarais que je méritais le respect, à la fois en tant que professionnel et en tant que personne. Aujourd'hui, Elegance Hotel Group continue de croître et de prospérer. The Sandberg reste notre propriété phare du Midwest, un témoignage du pouvoir de la transformation et du renouveau. Ma mère, maintenant dans la soixantaine dizaine, est membre honoraire du conseil d'administration et mentor pour les jeunes femmes qui entrent dans l'industrie de l'hospitalité. En son honneur, j'ai créé la bourse Margaret Marshall pour les femmes dans l'hospitalité, offrant des opportunités d'éducation et de stage aux jeunes femmes aux ressources limitées mais au potentiel illimité. Chaque année, je raconte mon histoire aux bénéficiaires de la bourse, non pas pour m'attarder sur les obstacles que j'ai rencontrés, mais pour souligner que leur chemin peut ne pas être facile ou direct, mais que la persévérance et la confiance en soi peuvent surmonter même les rejets les plus personnels. Parfois, les portes que les autres vous ferment au nez deviennent la raison même pour laquelle vous construisez votre propre maison avec vos propres portes, vos propres clés et vos propres règles sur qui peut entrer. Le rejet qui m'a autrefois causé tant de douleur est devenu le catalyseur de la création de quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu construire si mon chemin avait été plus facile. Si vous avez déjà été sous-estimé, rejeté ou exclu par les personnes même qui auraient dû vous soutenir, sachez que leurs limites ne définissent pas votre potentiel. Leurs portes fermées ne déterminent pas votre destination. Vous pouvez construire votre propre empire, un empire où vous avez non seulement une place, mais où vous faites les règles. Quelqu'un vous a-t-il déjà sous-estimé, pour que vous lui prouviez le contraire à la fin? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que le rejet peut être le début de quelque chose d'extraordinaire, pas la fin de son histoire. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, parfois quand une porte se ferme, vous ne vous contentez pas d'en trouver une autre, vous construisez toute une chaîne d'hôtels à vous.